يواصل عادل فرقان لقاءاته، واليوم نتعرف رفقته على جيل كيبيل، الكاتب والباحث الاجتماعي المتخصص في الشؤون الإسلامية. Bonjour, ravi de vous retrouver dans l'entretien de Canal Atlas. Merci d'être avec nous. Il est politologue, sociologue français, spécialiste de l'islam et du monde arabe contemporain. Il est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Monsieur Gilles Kepel, d'être avec nous dans l'entretien de Canal Atlas. Dites-moi, comment aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui, en 2018? Comment vous démarrez cette année? Comment vous percevez le monde, vous, en tant qu'à la fois politologue, sociologue, spécialiste de l'islam? Il n'y a pas une mutation? Oui, bien sûr, ça fait bientôt 40 ans que j'étudie cet univers et il change tout le temps. Vous savez, le cours que j'ai fait, je l'ai toujours appelé la crise du Moyen-Orient. Je n'ai jamais changé le titre, mais chaque année, c'est différent. C'est pas mal ça. Absolument. La crise du Moyen-Orient. Oui. Et effectivement, ça change en permanence. Là, l'année 2017 a été très importante avec la chute de Daesh, de Raqqa et de Mossoul. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une grande phase d'incertitude qui s'ouvre dans la région parce que les principales lignes de faille, le conflit israélo-arabe par exemple aujourd'hui, sont toujours présents mais se mélangent à d'autres, le conflit sunnite-chiite, arabe-persan et autres. Et donc ça nécessite un investissement constant pour essayer de comprendre ce qui se passe, d'autant plus que de plus en plus, l'interpénétration entre les rives est, sud et nord de la Méditerranée est importante, comme on l'a vu malheureusement avec les flux migratoires venus à travers la Libye de l'Afrique ou ceux venus à travers la Turquie vers l'Allemagne, qui dans les deux cas sont traduits par une montée très importante des votes pour l'extrême droite en Allemagne comme en Italie. Mais dites-moi, Gilles Kepel, quel regard portez-vous aujourd'hui quand, évidemment, vous esquissez tout ce que vous êtes en train de dire, votre sentiment? Est-ce que vous êtes plutôt inquiet, plutôt optimiste, justement, dans ce monde où tout va vite, tout va très très vite, quand vous faites référence à la crise du Moyen-Orient, à Daesh, à la Libye, à la situation en Libye? Moi, mon travail, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe, c'est-à-dire à la fois d'observer l'actualité, et de la mettre en perspective par rapport à l'expérience maintenant assez longue que j'ai. Et j'ai en fait, j'ai pas vraiment le temps d'être optimiste ou pessimiste, c'est plutôt d'être aussi exact que possible et de fournir un matériau pour la réflexion à ceux qui s'y intéressent, que ce soit les décideurs publics ou privés, et puis les simples citoyens, les lecteurs et mes collègues universitaires, et bien sûr les étudiants. Alors, on va tâcher de comprendre qui est Gilles Kepel. On va essayer de brosser un peu votre portrait, si vous voulez bien. Vous démarrez avec une formation classique. Ça veut dire quoi, une formation classique? Ça veut dire quelqu'un qui étudie le grec et le latin et les humanités. D'ailleurs, c'est comme ça que je vais au Moyen-Orient, parce qu'il y a une carte de l'Empire romain au-dessus du tableau dans la classe, et je vais prendre un bateau avec un camarade et on va se promener en Turquie, en Syrie, au Liban, en Égypte, et puis je reviens et par curiosité je me mets à apprendre l'arabe à l'université de Paris 3 et on était 500 au premier cours, 250 au deuxième, 125 au troisième et puis une dizaine à Noël. Et ouais, mais moi j'ai continué, puis voilà, je suis toujours... Donc on aurait pu imaginer un entretien quasiment en arabe. Alors vous vous retrouvez à Damas en 1978, pour quelle raison? Parce que j'obtiens une bourse à l'Institut français de Damas. Et après avoir fait de l'arabe à Paris, et c'est à ce moment-là, Damas, c'est le lieu de formation par excellence des jeunes arabisants français, du reste européens par la suite, parce qu'on a un institut qui est très exigeant. Et c'est là véritablement qu'on va déterminer les vocations. Et du coup, ma connaissance de la région, elle s'est d'abord construite en Syrie, à Damas, dans ce qu'on appelait à l'époque Shem.
Et le paradoxe, c'est que quand j'étais jeune, être allé au Cham, ça voulait dire pour nous celui qui avait vraiment la connaissance de la région. Vous savez aujourd'hui que pour les djihadistes en banlieue, le Cham, comme ils le prononcent assez mal, ça veut dire le lieu où ils sont allés faire le djihad, massacrer tout le monde et attendre l'apocalypse. L'apocalypse. Alors, quand on regarde aujourd'hui la situation à Damas, la situation en Syrie, on peut le regretter. Ah ben pour moi, je crois que pour tous les gens de mon âge, pas seulement bien sûr, c'est un crève-cœur. Particulièrement parce qu'on a tous beaucoup aimé cet endroit. Moi, je vivais à Damas pour mes études, mais je passais tout mon temps à me balader en Syrie. Et c'est ceux qui ont connu la Syrie des années 70, même si la situation politique était assez dure, ce n'était pas vraiment un pays de liberté, hein. Mais la société, c'était formidable. Et puis, on sait qu'on a construit des amitiés, et évidemment, l'effondrement de tout ça aujourd'hui nous est particulièrement douloureux à tous. Pourquoi ce retour en France? Parce que vous avez passé quelques années à Damas, en Syrie, et puis ensuite, après, vous arrivez... Pourquoi le choix de la France? Surtout quand on devient spécialiste du monde arabe et spécialiste de la question de l'islam. J'ai été en Égypte après, et j'ai fait mon premier livre, ma thèse, sur les mouvements islamistes à l'époque de Sadat. J'étais en Égypte quand Sadat a été assassiné. Et les gars que je suivais l'ont assassiné. Je me souviens toujours, j'étais chez moi et la personne qui travaillait à la maison revient tout d'un coup et elle me dit en dialecte égyptien, elle me dit « Monsieur Gil, darb al-Russas al Sadat ». Monsieur Gil, on a tiré sur Sadat. Et elle était pourtant la femme d'un policier un peu gradé. Elle me dit « Inch'Allah yimawwituh », pourvu qu'il ait plu à Dieu qu'il l'ait tué. Et ça m'a ouvert les yeux que même quelqu'un comme ça le détestait à ce point, ce dont on ne se rendait pas compte en Europe parce qu'il était le président de la paix, etc. Mais on voyait bien comment, au fond, le système politique, social égyptien était très dysfonctionnel. Et après, je suis rentré en France parce que j'ai obtenu un poste ici comme chercheur à l'université. Au CNRS. Voilà, oui, à Sciences Po. Et que j'ai quitté depuis lors. Et c'était en même temps un moment où se passaient beaucoup de choses parce que il y avait les premières grandes grèves dans l'automobile. Il y avait eu Khomeini en 1979 et son prosélytisme. Il y avait pendant ces grèves, pour la première fois, des ouvriers, notamment à Talbot à l'époque, c'est une usine de voitures, qui faisait pendant Talbot qui est grève, devenu maintenant Peugeot. voilà, faisait la prière en direction de la Mecque sur le parking de l'usine occupée. Donc il fallait comprendre ce qui se passait, qu'est-ce que ça signifiait, pourquoi, comment finalement l'islam était devenu en France un enjeu dans le monde syndical, dans le monde ouvrier. Vous l'avez compris très vite ça, Gilles Kepel? Oui, parce que justement... Vous l'avez capté à ce moment-là? Oui, parce que justement, l'expérience que j'avais eue en Égypte, ma connaissance de l'islamisme politique, des frères musulmans, du salafisme, etc., du tablir et tout ça, m'a permis d'avoir les outils pour analyser ce même phénomène sur le sol français, alors que les sociologues habituels, qui n'étaient pas arabisants, n'en étaient pas capables. Ils ne comprenaient, ils n'étaient pas capables du tout de déchiffrer ces signes. Et en fait, c'est mon expérience au Moyen-Orient qui m'a permis ensuite de comprendre ce qui se passait, je crois, dans les banlieues françaises. Et c'est là que j'ai publié ce livre qui s'appelait « Les banlieues de l'islam ». Les banlieues de l'islam. Donc votre passage, on peut considérer qu'à la fois en Syrie et en Égypte, vous a servi. Ah ben, c'était fondamental. Fondamental. Pour la suite, parce que c'est vrai que tout de suite, avec le retour en France, vous avez fait référence, hein, vous êtes chercheur au CNRS à ce moment-là, et vous développez, vous êtes même d'ailleurs parmi les premiers, tout premiers, à vous intéresser à des sujets d'enquête, de développement de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam de France. Oui, à l'époque, c'était l'islam en France, parce que la France était perçue comme, si j'ose dire, Dar el-Kofr. C'était un pays d'infidèles. On ne pouvait pas se dire musulman de France.
on était musulman de Lyon ou de Nice ou de Paris, mais pas de France. Ça n'est qu'ultérieurement, avec la naissance de jeunes issus de l'immigration musulmane ici, de nationalité française, que s'est construit ce concept de l'islam de France et que les islamistes, les frères musulmans et autres ont voulu considérer que la France faisait partie de la terre d'islam. C'est en ce nom-là qu'ils ont exigé que les filles puissent porter le voile à l'école, par exemple, et ça a donné toute l'affaire du voile en 1989. Oui. Et en 1989, vous dites, vous faites référence, c'est un des, vous l'avez dit, hein, vous publiez Banlieue de l'islam. Les banlieues de l'islam, en 87, ça c'était avant. Ouais, c'était avant, mais pourquoi le choix les banlieues de l'islam? Pourquoi à ce moment-là, en 87 déjà, on commençait à s'intéresser, vous commencez à vous intéresser déjà au quartier populaire? L'expression n'est pas de moi, c'est d'André Miquel, qui était professeur au Collège de France et qui désignait les zones de l'époque moghole, etc., qui étaient à la frontière. Il appelait ça ces banlieues de l'islam. Alors j'ai repris le terme, parce que c'était un phénomène de banlieue populaire, et ce qui naissait, le sous-titre du livre, c'était « Naissance d'une religion en France ». Effectivement, c'est le premier livre, je crois, qui ait jamais été publié sur ce phénomène. En France ou en Europe, il n'y en avait pas d'autres avant. Parce Vous étiez pionnier, hein, on peut le dire. On peut dire, oui. C'est un sujet qui n'intéressait pas. Et puis, c'est-à-dire que pour arriver à le comprendre, il fallait à la fois avoir une formation d'arabisant, d'islamologue d'un côté, et puis d'autre part, faire de la sociologie sur le terrain. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait toute ma vie. J'ai essayé à la fois de lire, d'avoir l'accès au texte dans la langue originale, et puis aussi de débattre dans la langue du pays, quand je la connais, et en même temps d'aller sur le terrain et de mélanger les deux. Gilles Kepel, vous vous doutiez franchement, à l'époque déjà, que ça allait prendre cette ampleur, cet islam de France? Elle est aujourd'hui cette seconde religion, la seconde religion de France? Ce n'est pas seulement la seconde religion, c'est surtout tous les événements politiques et sociaux qui lui sont liés, de l'affaire du voile à Daesh, aux 239 morts qu'il y a eu en 2015-2016, pour la dimension la plus terrible. Par ailleurs, il y a la question de savoir comment faire en sorte que les croyants musulmans en France puissent vivre leur culte de manière sereine, dans le respect des lois de la République. Et ça, bien sûr, c'est un immense chantier. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui disent qu'aujourd'hui, la religion de l'islam est stigmatisée en permanence, de plus en plus, qu'il y a un amalgame entre les musulmans, les Français de confession musulmane et les autres, évidemment quand on fait référence au terrorisme. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que vous comprenez? On stigmatise l'islam, mais dans certains milieux, mais dans d'autres milieux, on stigmatise la France au nom de l'islam, si vous voulez. Donc, il ne faut pas mélanger des individus et une conception générale. Moi, mon travail, ce n'est pas de stigmatiser, de porter des jugements de valeur. C'est de comprendre, par exemple, si des gens stigmatisent, pourquoi ils le font. Pourquoi est-ce que certains milieux, salafistes ou djihadistes, vont expliquer que les Français sont tous des kuffars et, comme on le dit en arabe, des halal, leur sang est licite. Pourquoi des individus qui sont parfois des convertis, nés en France, vont penser des choses pareilles? Pourquoi aussi d'autres groupes d'extrême droite vont estimer que les musulmans ne sont pas français, doivent être chassés, etc. Oui, moi, j'essaye d'analyser le phénomène. Je ne suis pas partie prenante à la polémique. Justement, Gilles Kepel, je vais m'attarder juste sur un point. Vous êtes spécialiste de l'islam, spécialiste aussi de toutes les questions du monde arabe. Est-ce qu'on a une explication aujourd'hui quand on est français, franco-maghrébin ou français tout court, et qu'on décide d'aller, ce qu'on appelle, faire le djihad, en Syrie notamment? Est-ce qu'on a une explication à cela? Il n'y a pas d'explication unique, il y en a plusieurs. Je crois qu'il y a à la fois des explications idéologiques et qui viennent de la prégnance de ce qu'on appelle le salafisme et le djihadisme dans les quartiers populaires aujourd'hui. Une idéologie qui prône la rupture, ce qu'on appelle en arabe la mufassala, avec la société ambiante,
et ce qu'on appelle aussi la doctrine del wala wal bara'a, c'est-à-dire l'allégeance et la rupture. L'allégeance exclusive aux oulémas salafistes et la rupture avec tout ce qui est société non islamiste, si vous voulez. Donc ça, c'est un facteur de radicalisation qui est bien sûr qui est très important. Qu'est-ce qui a fait que ces mosquées, ces prédicateurs se sont développés? Quels sont les pays étrangers qui ont soutenu ou les organisations qui ont financé ce genre de choses? C'est un élément. Et puis d'autre part, il y a une dimension sociale, bien sûr, c'est-à-dire l'incapacité d'un certain nombre de ces jeunes à s'intégrer dans la société française et à y avoir une ascension sociale qui va trouver dans une radicalisation religieuse à la fois une justification à leur échec, un refus, une stigmatisation de l'autre, etc. J'imagine que vous faites référence aussi à la marginalisation de ces quartiers populaires. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc on peut considérer qu'aujourd'hui, en France ou en Europe, parce que je vais m'intéresser à la France, la République a abandonné les quartiers populaires? C'est pas que la Elle les a République délaissés? les a abandonnés, c'est que c'est très difficile de gérer des situations où le niveau éducatif n'est pas tout à fait là où il devrait être, où souvent un certain nombre de familles n'arrivent plus à éduquer leurs enfants, ont des choses difficiles à transmettre, ils sont parfois en contradiction avec les idéaux de la société française. Et puis, bien évidemment, les services publics sont débordés parce qu'il y a une demande sociale importante, il y a des allocations familiales, des familles nombreuses, etc. Donc tout ça crée un ensemble de problèmes qui n'est ni la responsabilité de la République, ni des individus, mais qui est un mélange des deux. Est-ce qu'on peut être, dans les années à venir, on peut considérer que les quartiers populaires vont mieux se porter sur cette question quand on traite l'islam de France? On est en plein dedans, je vous pose la question parce qu'on est en plein dedans. Le président de la République, Emmanuel Macron, a décidé d'en faire un véritable chantier, de traiter l'islam de France. Enfin, c'est deux choses différentes. Il a, dans sa campagne en tout cas, considéré que c'est par ces réformes, notamment du marché du travail et par la libéralisation du marché du travail, qu'il allait pouvoir fournir des opportunités d'emploi à un certain nombre de jeunes des quartiers populaires. Ça, c'est un enjeu très important pour lui. La question de l'islam, qui est une question essentiellement juridique. En pleine refonte. Voilà, elle, d'une certaine manière, autant que possible, il faudrait éviter qu'elle ne soit liée à cette question sociale, puisque c'est une question de religion, d'une question de culte, l'exercice d'un culte dans le cadre des institutions républicaines. Mais parce qu'il y a peu de représentation aujourd'hui d'un certain nombre de ces jeunes des quartiers populaires à travers le monde des syndicats, des partis, etc., ce sont certains prédicateurs qui se sont substitués aux représentants élus, si vous voulez, pour porter ces voix. Et par exemple, dans La République En Marche ou dans d'autres partis, surtout les partis de gauche aujourd'hui, pour la première fois, dans l'Assemblée qui a été élue en juin 2017, vous avez plusieurs dizaines de députés qui sont originaires des populations concernées et qui, de ce fait, peuvent fluidifier la relation avec les institutions et ne pas faire en sorte que ce soit seulement des religieux qui s'arrogent ce rôle social qui n'est pas le leur. Je sais que sur la question de Gilles Kepel, la question de l'islam de France, vous avez été interpellé par le président Emmanuel Macron. Certains disent d'ailleurs que vous êtes l'un des principaux conseillers sur cette question-là. Non, Emmanuel Macron, en fait, s'intéresse aux idées. Par rapport à ses prédécesseurs, c'est quelqu'un qui veut maîtriser à fond les dossiers. Alors, il les traite les uns après les autres, comme vous l'avez vu. Je sais que c'est quelqu'un qui avant d'être président, il lisait énormément. Je sais qu'il a lu un certain nombre de mes livres. Je ne suis pas sûr qu'il ait encore beaucoup le temps de lire des livres aujourd'hui. Oui. Mais oui, il a des préoccupations, voilà, et nous avons eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. Maintenant, je ne suis pas son conseiller. Je n'ai pas de fonction politique. Oui. On va voyager un peu, si vous me l'accordez, et on va aller direction New York. Parce que là aussi, vous avez décidé de faire un choix, c'est de vous installer à New York et de vous intéresser
la population afro-américaine de confession musulmane. Et là encore, pour quelle raison? Alors, en fait, oui, je suis allé, je n'ai pas vécu à New York très longtemps, j'ai passé un an ou deux à peu près au milieu des années 90, et je me suis intéressé au fond aux questions de l'islam en Occident d'une manière comparée. J'avais travaillé sur l'islam en France et j'ai voulu travailler sur l'islam au Royaume-Uni et aux États-Unis. En France, c'était au moment de l'affaire du voile. Aux États-Unis, de la montée en puissance de ce qu'on appelle les Black Muslims, et au Royaume-Uni au moment de l'affaire Rushdie. Gilles Kepel, est-ce qu'il y a finalement une comparaison lorsqu'on fait référence à cet islam des États-Unis et l'islam de France, l'islam d'Europe? Oui, parce que ce sont des populations qui sont issues de l'immigration, une immigration très ancienne pour les États-Unis, puisque au départ, ce sont les descendants certains descendants des esclaves noirs qui ont reconstruit un islam adapté à leur situation, à la société américaine. Ça remonte à qui précisément? Un quelqu'un qui s'appelait Elijah Muhammad. Et non pas Louis Farrakhan finalement. Qui a marqué antérieur, voilà. Oui. Farrakhan est un personnage plus récent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils ont construit des hybridations, si vous voulez, par rapport à leur situation, puisque leur islam n'est pas du tout orthodoxe. Le ramadan a toujours lieu à Noël, par exemple. Ah bon, à Noël? Ce qui est haram, c'est le poisson-chat. Oui, et pourquoi Noël Parce que normalement, c'est lunaire, non? Enfin... Oui, mais parce qu'ils considèrent qu'il faut justement jeûner quand les autres font bombance. C'est donc quelque chose qui est construit en réaction à la société américaine. Mais là, c'est quoi? C'est une des... Enfin, vous m'apprenez quelque chose, là, c'est une des branches de l'islam, ça? Pas du tout. C'est quelque chose qui a été fabriqué sur place. Ah d'accord, c'est un islam conçu pour les Afro-Américains. Oui, enfin, pour certains d'entre eux, parce que vous avez aussi un islam... On l'a réformé alors, vous êtes en train de me dire? Un islam orthodoxe aux États-Unis. Mais ça, c'est une branche particulière qui a utilisé le vocabulaire de l'islam, une partie de ce vocabulaire, pour répondre à des tensions sociales, raciales, etc. Oui, effectivement. Oui. Vous faites référence, j'imagine, au racisme qu'a connu l'apartheid. Aux États-Unis, vous n'avez pas vraiment eu d'apartheid. C'était en Afrique du Sud, mais effectivement, il y a eu une discrimination très importante jusqu'à une époque récente, jusqu'aux années 60. Qu'est-ce que vous en tirez de votre passage aux États-Unis, à New York? Toujours sur la question, hein, vous qui êtes spécialiste de l'islam et du monde arabe. À la fois sur les questions européennes et américaines, évidemment, comment est-ce que se développe l'islam et sous quelle forme dans des sociétés qui ne sont pas musulmanes au départ, bien sûr, ça c'est très important. Et puis aussi, les États-Unis, jusqu'à ce que M. Trump ait une politique d'éloignement par rapport au Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, restait quand même une puissance clé dans cette affaire. Parce que c'était le référent pour l'arbitrage israélo-arabe et autres. Et y compris au Maroc, les États-Unis jouent un rôle important. Donc, et aujourd'hui alors aujourd'hui, ils jouent toujours un rôle important, mais on a l'impression que, entre autres parce que le gaz de schiste et le pétrole de schiste sont produits en telle abondance aux États-Unis et pas très cher, ça change complètement la relation avec le Moyen-Orient. Ils n'ont plus besoin d'envoyer leurs soldats et leurs flottes comme ils le faisaient autrefois et d'investir autant dans la situation du Moyen-Orient. Évidemment, ça change les choses parce que ça favorise la montée des tensions, par exemple, entre les différents pays qui sont autour des rives du Golfe, que les uns appellent persiques et les autres arabiques. J'ai vu d'ailleurs, Gilles Kepel, vous avez publié, alors vous, évidemment, au-delà de votre casquette politologue, spécialiste de sociologue, spécialiste du monde arabe contemporain, j'ai vu que vous avez collaboré régulièrement pour le journal Le Monde, au New York Times, à La Repubblica, à El País et plein d'autres. Régulièrement, non, de temps en temps, quand on me demande un article ou un entretien sur un sujet que je maîtrise, je le fais, oui, volontiers, si ça peut aider à éclairer le public, bien sûr. Là, c'était vraiment pour vous adresser à la masse, au plus grand public? Oui, vous savez, un certain nombre de mes livres... sont déjà grand public. Oui, s'adressent à un public qui n'est pas spécialisé. Par exemple, l'un des derniers, Terreur dans l'Hexagone, qui est sorti malheureusement juste après les attentats du mois de novembre, a connu un grand écho parce que, précisément,
face à ce drame, je crois que les Français étaient très désireux de lire quelque chose qui leur apportait des données, des informations, une mise en perspective, et non pas simplement des papiers superficiels. Juste 2 chapitres avant de clore cet entretien. Dites-moi aujourd'hui la situation, clairement, Gilles Capet, de l'islam de France. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas bonne? Est-ce qu'elle est à l'entretien de bonnes relations avec l'État? Notamment, est-ce qu'il y a aujourd'hui, on peut considérer un pont entre l'Afrique et les Franco-Maghrébins? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Le problème aujourd'hui est un problème institutionnel principalement, puisqu'il y a une institution qui a été mise en place par Nicolas Sarkozy, qui s'appelle le Conseil français du culte musulman, CFCM, qui était censé fournir aux musulmans de France, ou français si l'on veut, une instance un peu comme les instances israélites, catholiques ou protestantes, permettant de gérer avec l'État les problèmes du culte. Or, on s'est rendu compte qu'en réalité, cette instance est dirigée d'une certaine manière à tour de rôle par des gens qui sont représentants des pays d'où viennent les musulmans. Alors aujourd'hui, c'est un Turc, franco-turc, avant c'était un franco-marocain, franco-algérien. Alors que ces pays aient de l'intérêt à suivre ceux qui sont encore leurs ressortissants, pourquoi pas. Mais l'instance comme telle n'a pas réussi à jouer son rôle. Pourquoi? Probablement aussi parce que l'islam n'est pas organisé comme le catholicisme, il n'y a pas de hiérarchie. Toute personne qui se proclame imam et que sa communauté reconnaît l'est. Et donc il y a peu de hiérarchie, il y a des réseaux d'influence, mais on ne sait pas bien dans l'État français jacobin gérer quelque chose qui est plastique. Vous voyez, on a surtout pensé au modèle catholique, c'est sans doute le modèle protestant et le modèle juif qui seraient les plus proches de ce que pourrait être une représentation. Je sais qu'Emmanuel Macron, il travaille beaucoup pour l'instant, mais je ne sache pas que la solution ait encore été trouvée. La politique française en direction du Moyen-Orient. Je sais que désormais, il y a un autre chantier, un vaste chantier sur lequel vous allez vous attaquer, c'est celui du Moyen-Orient. D'abord, est-ce que vous allez me confirmer oui, non? Pour quelle raison? Est-ce qu'il y a une politique française au Moyen-Orient? Oui, non, et pour quelle raison? Alors, je crois que, autant que je le sache, la politique d'Emmanuel Macron, c'est d'essayer de parler à tout le monde. Et justement, au moment où la présidence américaine se retire de cette zone et où l'Europe est en relation de face à face, directe, avec le sud et l'est de la Méditerranée, c'est d'être présent et d'éviter notamment les situations conflictuelles. C'est la raison pour laquelle, par exemple, au retour d'Abu Dhabi, quand il est allé inaugurer le musée du Louvre, Emmanuel Macron s'est arrêté à Riyad pour rencontrer le prince héritier Mohammed Ben Salman, prince héritier saoudien, qui doit se rendre en France au mois d'avril en principe. Et à Riyad, à ce moment-là, était retenu le Premier ministre libanais, M. Hariri, qui en est sorti par la suite. Et c'est Emmanuel Macron qui a fait cette médiation que la présidence américaine, aujourd'hui, ne peut plus faire de la même manière. De même, le président Trump a décidé d'installer l'ambassade américaine à Jérusalem, ce qui est évidemment une position qui lui aliène un certain nombre de sympathies dans la région. Et de ce fait, il est très important que l'Europe ait une relation directe avec son environnement immédiat. On voit bien que l'Europe est impactée aujourd'hui, par exemple, par les migrations qui viennent de Libye et de Turquie. Les États-Unis, là-dedans, n'ont pas grand-chose à faire. Et aujourd'hui, c'est la France qui est le pays européen dans lequel les autorités politiques sont le moins sujettes à la pression de l'extrême droite. Donc là, on peut considérer que la diplomatie française regagne du terrain, regagne une influence auprès du... En tout cas, c'est son objectif. C'est son objectif. Pas atteint encore. Ça vient de commencer. Ça vient de commencer. Un mot sur juste
avant de clore ce débat sur le Maroc, sur les voyages. Vous connaissez le Maroc, j'imagine, oui. 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 Vous y allez régulièrement? Vous vous rendez régulièrement au Maroc? Oui, oui, la dernière fois, j'y suis allé justement avec le président de la République, quand il était invité par Sa Majesté pour un iftar, justement, au moment du Ramadan, juste après son élection. Vous connaissez la cuisine marocaine? Ah ben, vous savez, ça fait partie de l'ordinaire français. Oui. Qu'est-ce que vous aimez manger quand vous vous rendez au Maroc? Vous avez des habitudes? C'est pas seulement que j'aime la manger, c'est que j'aime la faire. Ah, vous aimez la faire aussi? Tout à fait. D'accord. Ah oui, c'est encore mieux alors. Voilà. Alors là, quand c'est la saison, mon plat de prédilection, c'est de cuisiner du tagine besfarjel. Excellent. Ah oui, vous savez le faire. Ah, bravo. Écoutez, j'essaye. J'improvise. Ah ben, je ne savais pas ça. Vous nous l'apprenez. Et pourquoi la passion pour la cuisine? Bah, je ne sais pas. Vous savez, il faut bien avoir une passion. Il faut bien avoir une passion. Vous avez des villes de préférence? Au Maroc? Oui, au Maroc, où vous vous rendez. Alors, écoutez, j'aime beaucoup Essaouira, que mon ami André Azoulay a beaucoup développé aujourd'hui, mais je vais aussi dans d'autres endroits, bien sûr à Marrakech, à Rabat. J'ai emmené mes étudiants dans l'Oriental autrefois, c'est un endroit où les touristes vont peu, ça leur a beaucoup plu, et puis bien sûr le Grand Sud de l'Atlas. Un mot peut-être sur la manière dont évidemment les choses évoluent au Maroc, avec tout ce qu'entreprend Sa Majesté Mohamed VI. Est-ce que vous avez un mot là-dessus? Vous avez un regard à porter sur l'évolution, évidemment, du Maroc, y compris en direction de l'Afrique et en direction de l'Europe? On voit bien qu'il y a une vision qui est en train de s'installer. Oui, vous le partagez, indéniablement, le Maroc joue un rôle important pour construire des relations avec l'Afrique de l'Ouest et entre l'Afrique de l'Ouest et l'Europe. Et ce sont des relations qui, du reste, reprennent en partie les réseaux confrériques venus du Maroc et qui sont aujourd'hui étendus au Sénégal et plus au sud encore, sur la côte, qui mélange à la fois l'ancienne Afrique occidentale française de l'époque coloniale et puis les réseaux d'un certain nombre de confréries, la Tijaniya par exemple, qui sont présents. Donc vous connaissez Sa Majesté, si vous avez partagé le iftar avec lui et Emmanuel Macron. Emmanuel Macron était à table avec Sa Majesté, Ouais. Nous étions avec les conseillers. Un mot peut-être pour celles et ceux qui vous regardent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Un conseil peut-être, un mot sur... qu'est-ce qui vous traverse l'esprit et que vous avez envie de partager avec, ceux qui vous regardent, les téléspectateurs? Que probablement les relations entre l'Afrique du Nord et la France sont absolument importantes et fondamentales, puisque d'une certaine manière, il y a un partage qui est bien sûr construit par l'histoire, mais également un partage humain et culturel majeur entre la France d'un côté et puis les trois pays d'Afrique du Nord de l'autre. Là encore, je crois que la France est favorable à ce que les tensions soient les moins importantes possibles à l'intérieur du Maghreb, parce que nous y avons tous intérêt. Et puis le développement économique du Maghreb est extrêmement important, parce que toute crise impacte sur la situation française. En un mot, en quelques secondes, vos prochains chantiers prioritaires, ouvrages? Là, je suis en train de travailler sur la question du Moyen-Orient et sur la situation aujourd'hui. On a vu l'arrivée des printemps arabes. Quelques années plus tard, le phénomène s'est retourné avec l'émergence de Daesh. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui et comment est-ce qu'on peut penser l'évolution de la situation dans ces pays? Je crois que ça, c'est un enjeu fondamental. Publication Bientôt. Bientôt. J'imagine 2018, fin 2018. Inch'Allah. Bientôt. Inch'Allah, comme vous dites. Absolument. Merci infiniment. C'était un vrai plaisir, Gilles Kepel. Merci infiniment d'avoir été avec nous. À très bientôt, j'espère. Barakallahu. Merci. Oufik Baraka, c'est comme ça qu'on répond. Hein. C'est ça? Allah yabarak fik. Allah yabarak fik. Voilà, exactement. À très bientôt. Merci de votre fidélité. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien.